Bonjour à tous et bienvenue dans ma collection comics, une émission où je cherche à vous présenter non pas l'ensemble de ma collection, dont ceci n'est qu'un vulgaire échantillon, mais voilà, juste quelques morceaux choisis, soit pour une histoire personnelle avec l'œuvre, ou bien parce que des fois c'est juste trop cool en fait d'avoir cette œuvre et t'as juste envie de te la péter. J'avoue, des fois, oui, c'est possible que cette envie narcissique puisse être là. C'est pas forcément le cas de celui dont on va parler ici. Parce qu'en fait, là, pour le coup, on va parler des films et du délicat et épineux exercice de l'adaptation d'un film en comics. Ah oui, et aussi on va parler de dinosaures et de parcs d'attractions. Générique. Oui, alors je dis souvent, et j'ai même d'ailleurs dit dans cette émission, que mon premier comics, c'est Batman. Et que j'étais très très jeune, et que en fait, il s'est passé un incroyable laps de temps, avant que je reprenne finalement des comics, à la fin des années 2000, une fois sorti de ma Normandie natale, et un moment où j'ai eu un accès beaucoup plus simple, on va dire, aux comics. En ces temps où Internet existait, mais c'était compliqué quand même. Alors oui, mylife.com, je sais, mais c'est parfois difficile de l'éviter dans cet exercice de présentation de quelque chose qui m'appartient à moi. Sauf que c'est un peu faux ce que je raconte parfois. Quand je dis que j'ai pas vraiment lu de comics en fait. Entre ces deux périodes. C'est juste qu'à l'époque, je savais pas que c'était des comics. Et parmi ceux-ci, Jurassic Park, l'adaptation du film. Après tout, c'est trop bien un comics adapté d'un film que tu aimes bien, non ? Pas besoin d'écran, de fichiers à télécharger, t'as l'entièreté du film dans ta main. Et en plus, vous avez vu les auteurs ? Walter Simonson, qui a écrit et dessiné le meilleur run de Thor ever. Jill Kane, qui a réinventé Green Lantern et The Atom dans les années 60. Et George Pérez, qui a dessiné certaines des plus belles planches et des plus minutieuses aussi de l'histoire des comics. Rien qu'avec Crisis on Infinite Earths. Je veux dire, c'est une équipe créative de dingue. J'ai dépensé sans compter. Je veux dire, je devais être dingue quand je l'ai eu, je veux dire, c'est trop ouf sur le papier. Bah non, en fait. Parce qu'à l'époque, les noms, ils ont beau être marqués en gros, là, ici, moi, je les connais absolument pas. Comment je pourrais les connaître du haut de mes 10 ans ? Après tout, si on m'a offert ça, je sais plus trop bien quand, je mets ça aux alentours de mes 10 ans, c'est bien parce que j'ai envie de devenir archéologue. Bon, et tant pis, si l'archéologie et la paléontologie, c'est différent. Qui s'intéresse de toute façon, à part moi, qui a envie de rechercher l'évolution de l'humanité, et pas forcément l'état de merde de dinosaures. C'est vraiment un gros tas de merde. Donc ça, c'est ma première adaptation de film en bande dessinée que j'ai eue, et pour être franc, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres par la suite. Faut dire que j'ai très vite vu beaucoup de défauts à l'exercice, qui fait que j'apprécie peu en fait ce genre d'adaptation. Bon alors déjà, c'est généralement très cadré, trop cadré. On essaye de retrouver les plans des films, on essaye d'avoir une ressemblance avec les acteurs, t'as le trait du dessinateur qui est absolument pas libre. Pareil pour le scénario, j'ai jamais vu une adaptation de film en bande dessinée qui se permet de faire autre chose que ce qui est marqué noir sur blanc sur le scénar. Du coup, je trouve ça assez fascinant, pour ne pas dire hypocrite, que le cinéma se permet de prendre d'aussi grandes libertés quand il s'agit d'adapter, et qu'on t'interdise quand il s'agit d'adapter dans l'autre sens.
C'est comme s'il y avait un jugement de valeur intrinsèque qui était là. Quand même, un peu un « oui, bah nous, on peut bien faire ce qu'on veut avec votre petite littérature de merde avec des images, hein. Mais nos œuvres à nous, c'est du sérieux les loulous, hein. » Peu de réciprocité. Que diable. Non, parce que là, je veux dire, déconnez pas, on a Walter Simonson au scénario. Un excellent scénariste, surtout sur l'action. Et là, bah, le scénario, bah c'est le film. Il doit manquer 1 ou 2 dialogues, et c'est tout. Et à part le découpage éventuel des pages, savoir quel dialogue garder, il a pas dû avoir à faire grand-chose, le Pepper Simonson. Bon, et tant que je parle de ce qui me déçoit aujourd'hui au niveau de l'équipe, je veux dire, on a Pérez, qui dessine avec une précision, qui confine au millimètre. Et il s'occupe que de l'ancrage. Je cherche pas à manquer de respect à Gil Kane. Mais entre le gigantisme de Simonson quand il dessine et la précision de Georges Pérez, je peux pas m'empêcher de réfléchir à ce qui aurait pu être si c'était l'un des deux autres qui était au dessin. Mais bon, comme il fallait toucher le plus près possible à l'esthétique du film, un artiste au style plus caméléon comme Kane passe mieux. Même si, encore une fois, et je le déplore, aucune liberté dans l'adaptation. Et ça me désole. Bon, franchement, le qui fait quoi, ça me passait bien au-dessus de la tête à l'époque. Par contre, déjà à ce moment-là, je voyais bien que ça apportait rien du tout à l'œuvre. C'est un décalque et... Bah, c'est bien de décalquer quand on s'entraîne pour apprendre à dessiner, mais... Sinon, c'est un peu naze, non ? Bon, naze... Pas forcément selon l'époque, en fait. Je veux dire, l'idée d'adapter des films ou des séries télé en comics, c'est vraiment pas récent. La pratique remonte à l'âge d'or des comics, au moins. A connu sa popularité dans les années 70 et 80 et continue encore aujourd'hui. Alors on peut se demander... pourquoi ? Pourquoi adapter des films de cette façon ? Bah, c'est très simple, hein. Au moment où on a commencé, il n'y a aucun moyen d'avoir un enregistrement du film que l'on vient de voir. Pour pouvoir avoir un moyen de revivre l'histoire, bah, on n'a que 2 possibilités à ce moment-là. On a la novélisation au roman, c'est-à-dire qu'on te réécrit l'histoire dans un roman. C'est une pratique qui a commencé déjà dès les années 1910. Par exemple, t'avais Les Vampires en 1916, ou bien bah, l'adaptation au comic book à partir du moment où on va commencer à faire des comics. Donc, il y avait une vraie valeur ajoutée à l'exercice à l'époque. C'était pour fournir un rappel d'une expérience que l'on ne pouvait pas répliquer. On n'avait pas d'enregistrement personnel, pas de DVD, pas de VHS. On pouvait même pas enregistrer juste le son. Sauf que voilà, depuis, les moyens techniques ont largement évolué. Mes parents ont connu la cassette audio, qui permettait d'enregistrer soi-même, il y a eu l'arrivée de la VHS, des DVD et même du Blu-ray, et encore d'autres trucs qui vont arriver après, hein, voilà. Et même maintenant, on n'a même plus vraiment besoin d'un support physique pour voir un film. Faut juste avoir les comptes qu'il faut où il faut. Au bon moment aussi, parce que ça reste pas souvent. Ou bien chercher dans le torrent de la rivière, mais difficile d'y trouver ce que l'on souhaite du premier coup, et de façon non vérolée. C'est vraiment un gros tas de merde. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à moins d'être super fan / collectionneur obsessionnel du film, mais vraiment fan, hein, difficile d'y trouver un intérêt parce que c'est exactement la même chose avec le son en moins. Et c'est pas grave normalement de pas avoir le son dans les BD, les mangas, les comics. Sauf que le réalisateur du film, il a créé ses scènes et ses mises en scène avec le son en tête. Et que ce qui marche dans le format cinématographique ne marche pas forcément en comics. Bon, tout ça pour dire que je trouve la pratique un peu sans intérêt aujourd'hui. À part pour des objets de collection, pour des gens qui, la plupart du temps, ne lisent pas vraiment les BD, comics ou mangas en règle générale en fait. C'est plus un à côté pour celui qui est fan d'un film et qui veut avoir le plus de choses possibles sur ce thème. Et ce n'est absolument pas mon cas. Si j'ai envie de réexpérimenter Jurassic Park, j'aurais aujourd'hui largement plus vite fait de trouver le film pour le regarder facilement. Plutôt que de m'en rappeler par un décalque dont il manque certains aspects. Alors, petite parenthèse,
je n'ai absolument pas les mêmes réserves sur les histoires originales basées sur un univers. Justement parce qu'on y retrouve une liberté, et bien justement qui est un petit peu laissée aux équipes créatives. Elle est parfois un peu bridée, cette liberté, mais elle existe. On peut chier dans les pétunias. Et donc c'est un peu justement en ayant eu cette expérience assez jeune, qui fait que du coup j'ai très peu de ces adaptations décalques dans ma collection en fait. Parfois il m'arrive d'en attraper une au détour d'une intégrale, comme par exemple les films Star Wars, dans les Star Wars classiques, ou parfois, spécial Batman USA Magazine avec justement le Batman de Burton, mais finalement j'en ai assez peu. Parce que contrairement à la novélisation en roman, qui se permet parfois des changements, j'ai des souvenirs assez forts en fait, par exemple de la novélisation de Star Wars numéro 3, qui se permet en fait de rentrer beaucoup plus dans la psychologie d'Anakin, de lui créer en fait des métaphores avec un dragon qui représente sa propre haine et son passage qui commence à arriver du côté obscur. Eh bien, les adaptations des films en comics ou de séries télé n'ont pas du tout ce droit. Ça en fait des objets extrêmement pauvres, créativement parlant. On peut même pas parler de réappropriation graphique d'un univers. Je veux dire, un fanart sur Internet a généralement plus de créativité que ça, qui n'est qu'un pauvre décalque. Et ça me désole, ce manque de liberté imposé à ces créations. Bon, je reviens sur Star Wars, mais la seule fois où j'ai trouvé un intérêt à ce genre de choses, c'est sur l'adaptation du premier Star Wars. Car l'adaptation en comics, en fait, permettait de découvrir certaines scènes coupées du film, ou de répondre à une question de fan, à savoir, est-ce que Han Solo, il avait vraiment tiré le premier ? Enfin, c'était vraiment dans le script ou pas ? Parce qu'il a essayé de nous la faire à l'envers quand même, Lucas. Et, je veux dire, quand on m'explique qu'une transposition dans un autre médium a le même rôle que les bonus d'un DVD, excusez-moi, mais je vais pas dire que c'est le summum de ce que les comics peuvent faire. Et donc du coup, généralement, je reporte mon attention sur d'autres choses, dont les séries dérivées de ces mêmes films et séries télé, qui généralement ont au moins le mérite de proposer quelque chose d'un peu plus créatif. Voire même parfois un peu trop créatif d'ailleurs. Et ça tombe bien, hein. Il y en a eu partout. Sur à peu près tout. Même du coup sur Jurassic Park, mais bon, hein, on en parlera sans doute une prochaine fois de ça. Et donc voilà, c'était une discussion un peu moins positive que d'habitude. Je le reconnais, je le concède, il y a pas de souci. Mais je pense que ça méritait d'être dit. Genre, c'est ce comic Jurassic Park m'a sans doute évité d'acheter les adaptations en comics de Star Wars. Parce que dans ma chambre, en fait, j'avais tout un poster, en fait, avec les différentes couvertures des comics Star Wars. J'arrivais pas à avoir les comics, alors j'avais au moins le poster, tu vois. J'étais ce genre-là. Et oui, ça m'arrivait de rêver un petit peu à ces adaptations-là. Mais j'avais ça à côté. Et je me disais, ça va peut-être pas forcément être bien, en fait. En plus, on va l'avouer, je le garde aussi dans ma collection parce que, c'est un cadeau. Et oui, du coup, on ne jette pas les cadeaux, hein, on les garde. Surtout qu'en plus, il avait été fait pour moi, puisque je souhaitais être archéologue. Même si, encore une fois, archéologie et dinosaures n'ont normalement rien à voir. Et puis aussi, il a toujours une place dans ma collection pour me rappeler d'un petit quelque chose. Même avec George Pérez, Walter Simonson et Gil Kane, les possibilités d'adaptation d'un film en comics sont tellement contraintes que rien ne ressort créativement parlant. Et c'est limite le pire affront possible fait à une œuvre. N'avoir rien à dire par elle-même. Ce qu'ils disent existe déjà, on appelle ça l'œuvre originale. Ces adaptations ont perdu leur raison d'être avec la facilité actuelle, en fait, qu'on a pour pouvoir revivre ces œuvres, les re-regarder. Et ces choses-là n'existent plus qu'en tant qu'objet de collection, et vraiment pas le plus utile à mon avis. Dans mon cas, par exemple, une encyclopédie d'un univers ou d'un making-of sur les coulisses, font beaucoup plus l'affaire pour moi. Mais en bon indécrottable optimiste, je me dis toujours que la vie trouve toujours un chemin. Je veux dire, certaines de ces adaptations décalquées ont permis à des équipes créatives de tester
des représentations ou de se faire un style graphique avant de se lancer parfois dans une série originale dans ces mêmes univers. Et puis parfois pas du tout. Parce que dans toutes les citations de Jurassic Park qui sont souvent faites, il y en a une qu'on oublie régulièrement et qui, je pense, résume assez bien la situation. Dieu ait pitié de nous, nous sommes à la merci des ingénieurs. C'était SN Parode dans sa collection comics pour vous parler de Jurassic Park. À vous les studios. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et, pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. J'ai dépensé sans compter. Nous sommes à la merci des ingénieurs.